la force de l'auto-persuasion est telle qu'une croyance peut soit nous tuer, soit nous guérir. Dans les années 50, un fait divers raconte qu'un marin est resté coincé accidentellement dans un wagon frigorifique. Et il est mort de froid. Seulement voilà, la réfrigération n'était pas branchée. La température dans le wagon en fait n'était que de 18 degrés. Mais l'autopsie a démontré que l'homme était cliniquement mort de refroidissement. Ce qui veut dire que cet homme est mort de son imaginaire, de la croyance qu'il allait mourir de froid. Inversement, la croyance en l'efficacité d'un médicament ou d'un traitement, alors même qu'il ne contient que de l'eau sucrée, ce que l'on nomme l'effet placebo, peut nous amener à guérir. Ces deux exemples illustrent bien la force de l'auto-persuasion, la force, le pouvoir de notre imaginaire. Et il en va de notre responsabilité d'orienter nos croyances plutôt dans un sens positif ou dans un sens négatif. Vous me direz, quel intérêt puisque finalement on ne fait ici que remplacer une croyance par une autre. Eh bien oui, c'est vrai. Mais à tout prendre, croyance pour croyance. Autant s'auto-persuader de choses positives que de choses négatives. De mettre le cap sur des croyances aidantes plutôt que sur des croyances limitantes. À nous de voir finalement de quel côté nous avons envie d'orienter nos pensées. Or, de nos jours, nous veillons de plus en plus à avoir une alimentation saine. Mais finalement, est-ce qu'on se soucie autant de notre nourriture mentale ? Car nos propres pensées peuvent être de vrais poisons. Car certaines de ces pensées vont se répéter et se figer en système de croyance, en certitude, et renvoyer une image déformée de la réalité. Elles vont ainsi nous servir de grille de lecture de cette réalité, de filtre qui empêche de voir la réalité sous un meilleur jour, qui, en quelque sorte, nous font voir la réalité à travers des lunettes déformantes. Trop souvent, nous agissons en véritables pilotes automatiques, guidés par ces messages, par ces croyances apprises. La process communication parle de messages contraignants, c'est-à-dire des messages appris dans l'enfance, tels que « sois parfait »,« fais plaisir »,« sois fort »,« fais des efforts » et « dépêche-toi ». Ces messages agissent comme de véritables injonctions inconscientes et tirent les ficelles à notre insu de nos choix, nos comportements, parfois même à notre propre détriment. Ces croyances limitantes sont le fruit de plusieurs choses, de notre éducation, de messages que nous avons reçus de notre entourage, de nos parents, de notre famille, de nos enseignants, et de généralisation d'expériences négatives. Autrement dit, elles sont le fruit de biais cognitifs, de schémas de pensée erronés. Alors pourquoi on parle souvent de croyances limitantes ? Pourquoi limitantes ? Eh bien parce que elles limitent notre champ de vision. Elles nous donnent une vision étriquée, souvent déformée de la réalité. Limitantes car elles brident notre potentiel. Et limitantes car elles nous éloignent de notre état naturel de joie. Elles sont associées à des pensées qui nous tirent vers le bas, qui s'apparentent à de vrais petits vaccins anti-bonheur, anti-bien-être.
Ces croyances qui peuvent être toxiques peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'inconsciemment, nous allons chercher à sélectionner uniquement les messages qui peuvent venir justifier ou confirmer ces croyances de départ, de façon à les valider. Alors examinons d'un peu plus près comment ce mécanisme s'installe. Certaines habitudes de pensée vont se figer en croyances qu'on va nommer des croyances limitantes, qui vont générer un état émotionnel particulier, qui vont avoir un impact émotionnel, climat émotionnel qui va générer à son tour des comportements, des habitudes, qui vont à leur tour transparaître dans notre attitude, dans ce qui va dégager de nous, dans notre corps. L'expression de notre visage seront le reflet. Et cette attitude qui va à son tour générer un feedback, c'est-à-dire des retours de notre entourage, des conséquences, des effets sur nos actions, sur nos résultats, qui vont à leur tour alimenter dans un sens et renforcer nos croyances de départ. Et ainsi, la boucle est bouclée. Et pour mieux l'illustrer, nous pouvons prendre l'exemple de la pensée, de la croyance de départ « je suis nul ». Au niveau émotionnel, cette pensée va générer un climat de honte, de complexe, d'envie, de tristesse. Au niveau du comportement, de l'attitude, elle va générer du repli, une attitude de fermeture, un comportement d'évitement. Du coup, cette attitude de fermeture ne va pas amener les autres à venir vers moi. Je ne serai pas dans une attitude d'ouverture qui donnera envie aux autres de m'adresser la parole, par exemple. Donc en termes de feedback, je vais constater que les autres ne s'intéressent pas à moi. Et ainsi, je confirme ma croyance de départ. Je savais bien que j'étais nulle puisque les autres ne s'intéressent pas à moi. Et voilà, la boucle est bouclée. Cet exemple illustre ce qu'on entend par prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire ce mécanisme d'auto-accomplissement inhérent à toute croyance. Et je le rappelle, ces croyances qu'il est vraiment important d'identifier, de repérer, car notre cerveau, notre organisme vont s'organiser en fonction de ces croyances et ne sélectionner dans la réalité que les éléments pouvant les confirmer, de telle sorte que nos croyances deviennent notre réalité. Bouddha, en une seule phrase, a très bien résumé cette idée. Nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. De plus, et c'est un autre aspect du pouvoir de ces croyances, nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Dans le sens où si je me concentre sur mes échecs, sur mes points faibles, sur mes erreurs, sur mes manques, c'est toute ma part d'ombre, tous ces éléments qui vont grandir et avoir des effets dans ma vie. Inversement, si je me concentre davantage sur mes qualités, sur mes réussites, sur mes savoir-faire, bref, sur le positif, c'est ma part de lumière, c'est tout ce positif qui va grandir et se renforcer dans ma vie. La psychologie positive a dans ce sens apporté plein d'éléments probants à partir d'études qui démontrent ce principe.
C'est pour toutes ces raisons que la façon dont nous nous exprimons, les mots que nous utilisons sont très importants. Car non seulement ils vont orienter ce que nous allons vivre au quotidien, mais ils vont avoir également un impact sur notre état émotionnel. Et de fait, ils vont avoir une incidence sur notre performance lors d'un examen, par exemple, notre capacité à gérer le stress, à faire face à une situation. Ils vont altérer notre humeur, générer de la fatigue, etc. D'où l'importance de bien identifier ces programmations inconscientes, de les identifier dans un premier temps pour les neutraliser et petit à petit les substituer, les remplacer par des messages positifs. Et si l'on veut vraiment apprendre à bien gérer le stress, il est vraiment important d'apprendre à identifier, à repérer ces petites phrases. Car nous sommes plus souvent stressés par nos pensées, nos idées, nos croyances qui tournent dans notre tête, que par les événements eux-mêmes. Et finalement, notre stress dépend plus de la façon dont nous percevons une situation que la situation elle-même. De plus, nous n'avons pas besoin de ces petites phrases qui vont générer du stress inutile. Et finalement, face à une situation qui est objectivement stressante, comme un examen par exemple, on se rajoute une couche de stress supplémentaire. Et finalement, on s'inflige la double peine. Le stress, disons, objectif de la situation, et cette couche de stress inutile en plus alimentée par nos pensées. D'autant que, la plupart du temps finalement, les choses se déroulent bien mieux que tous les scénarios catastrophes que l'on avait imaginés. C'est ce qu'illustre Mark Twain dans cette citation « Ma vie est une somme terrible de malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés. »